Sinon, à activer ou désactiver comme vous voulez vos vidéos. En revanche, pensez à activer vos micros si vous souhaitez échanger avec nous, ce qui est largement souhaitable et tout l'enjeu de ce webinaire. Donc voilà, pour l'introduction, je voudrais vous présenter Olivier Thomas qui travaille avec CAP dans le cadre de ses activités avec Primum Non Nocere. Et donc voilà, l'enjeu de ce webinaire, c'est de développer alors le partenariat avec les établissements vétérinaires avec qui CAP compte travailler. Donc voilà. Et donc l'enjeu de ce webinaire est de vous introduire à la RSE et de développer voilà, l'intérêt que peut trouver ensemble sur ce sujet-là. Et également de vous annoncer donc, la commission RSE vétérinaire qui se passera le mois prochain, en juin, le 22 juin. Donc, voilà pour moi. Et donc, je vais pouvoir passer la parole à Olivier. Olivier, tu peux y aller. Ouais. Bonjour. Merci Paul de cette introduction. Merci à vous toutes et tous de vous être connectés. Alors, la CAP est une centrale d'achat et de référencement de produits hospitaliers à la base. Et depuis peu, de nombreuses cliniques vétérinaires se sont rapprochées de cet établissement pour travailler sur la logique des achats groupés, des référencements groupés, de la création de critères de choix éco-responsables. Et nous avons participé à la création de ce qu'on appelle l'indice vert, qui est un indice qui classe les fournisseurs en fonction de leur engagement social et sociétal. Les cliniques vétérinaires sont en train de vivre un tournant en France. J'ai envie de dire au même titre que les cliniques ou les hôpitaux pour la santé humaine. Pénurie de professionnels, vous avez la même. C'est peut-être même pire chez vous. Des enjeux nouveaux, des regroupements, des fusions et puis des réglementations à foison sur tous ces sujets. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter quels sont les grands enjeux de la responsabilité sociale et sociétale. C'est la mission de notre structure. Nous nous appelons Primum Non Nocere. On est basé à Béziers, dans le sud de la France. On intervient dans près de 700 organisations de santé sur le territoire et nous accompagnons de plus en plus de cliniques vétérinaires ou de groupements de vétérinaires justement sur leur politique RSE avec une démarche qui s'appelle à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Donc, dans les minutes qui me sont imparties, et après on échangera bien sûr, le but c'est qu'on soit dans l'interaction, je vais vous dépeindre le contexte des enjeux actuels dans notre univers pour comprendre ce qu'est la RSE déclinée dans le secteur des cliniques pour les animaux. Alors déjà, le contexte national, international, vous voyez cette courbe, elle est intéressante, je la montre très souvent parce que c'est quand même la courbe de la démographie humaine et mondiale depuis 2 siècles. En 50 ans, la population humaine a été multipliée par 2, c'est-à-dire qu'on est passé de 4 à 8 milliards d'individus, donc on est dans une planète dans laquelle les ressources sont limitées et nous avons des défis devant nous. Et ces ressources qui sont limitées avec une population qui augmente, mais c'est la même chose avec la population animale, donc tant mieux pour vous, parce qu'il y a des parts de marché à prendre, très, très, très clairement. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a plus de 80 millions d'animaux domestiques dans le pays. Donc vous connaissez ces chiffres encore mieux que nous. Et puis des marchés collatéraux, avec le marché des accessoires, de la restauration, de l'hygiène. Ça devient un secteur à part entière de l'économie, mais c'est aussi un secteur qui génère pollution, émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans ce constat de l'augmentation de la population humaine et animale, pour ce qui est des animaux domestiques, eh bien, ça a des impacts directement sur ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique. Vous avez là à l'écran, avec un code couleur, l'augmentation des températures en France, qui est supérieure aux augmentations de température dans le reste du monde, puisqu'on sait qu'en un siècle, les températures ont augmenté de 0,7 degrés. Et l'enjeu de l'accord de Paris aujourd'hui, c'est de faire en sorte que d'ici 2100, la température sur la planète n'augmente pas de plus de 1,5 degré. Pas de chance, c'est déjà fait. Quand on voit un mois de juillet à 30 degrés, on est quand même dans une situation extrêmement périlleuse, en sachant que la température de la planète, vous le savez, vous êtes des médecins, vous aussi, eh bien, la température de la planète, c'est comme la température de l'animal ou de l'homme. Eh bien, passer une certaine température, la vie n'est plus possible. Donc, nous avons généré beaucoup d'impact ces dernières années et nous avons devant nous 3 défis. C'est l'enjeu d'une stratégie RSE à l'échelle d'une clinique ou d'un groupement de cliniques. Quels sont ces 3 défis? Le premier,
c'est ce qu'on appelle la décarbonation, c'est-à-dire réduire l'impact carbone des organisations de santé. Impact carbone, il y en a deux. Il y a l'empreinte carbone directe et l'empreinte carbone indirecte. Je vais rentrer dans le détail dans un second temps. Le deuxième défi, c'est la dépollution. Dépollution de nos organisations. Aujourd'hui, on utilise énormément de plastique à usage unique, énormément de produits chimiques, beaucoup trop de biocides, ce qui fait qu'en bout de chaîne alimentaire, à force d'utiliser des phtalates, notamment dans l'industrie du plastique, on retrouve maintenant ces phtalates dans les œufs des goélands en bout de chaîne alimentaire. Et puis, depuis peu, on retrouve, il y a des études très intéressantes là-dessus, des microbilles de plastique dans l'eau de toutes nos rivières, des traces de médicaments aussi, mais également dans le placenta des jeunes mamans. Et surtout, c'est tout récent, dans le sang humain, nous avons, ça y est, des microbilles de plastique. Donc, la dépollution est un grand enjeu pour les années à venir et nous pouvons tous y concourir justement par une politique RSE. Le troisième défi qui s'offre à nous, c'est la réduction de la déforestation importée. Déforestation importée, c'est quoi? Eh bien, par nos achats, nous générons 15 millions d'hectares de forêt qui sont détruites. Enfin, nous générons la destruction de 15 millions d'hectares de forêt par an. Eh bien, ça, c'est nous, hein, ce sont nos achats. Et l'Europe est le deuxième continent au monde à générer cette déforestation. Et vous, le reste, vous le connaissez bien mieux que nous encore. Eh bien, maladies générées par les animaux sauvages, zoonoses, épidémies, pandémies, c'est un raccourci, mais c'est une réalité. On sait qu'on a identifié beaucoup de virus animaux qui seraient vraiment dangereux pour l'homme si ces animaux devaient ne plus avoir d'écosystèmes dans lesquels se développer. Donc, 3 défis, décarbonation, dépollution et réduction de la déforestation importée. Alors, comment on fait ça? D'une part, par une réglementation foisonnante, qui n'est pas forcément connue de la part de tous les acteurs. Alors, je ne vais pas vous la décrire parce qu'il nous faudrait des heures. Je vais juste vous lister les réglementations qui me paraissent les plus importantes à connaître quand on pilote une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise de santé ou une entreprise autre. Voici ce qu'il faut avoir en tête. Il y a eu les lois Grenelle 1 et 2, respectivement 2009 et 2012. Qu'est-ce que disait la loi Grenelle? Elle disait qu'il faut réduire par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, avec un premier palier à 2020, qui serait une réduction de 20%, et un deuxième palier de 20% de plus en 2040, 20% de plus en 2030, 2040, 2050, 20% tous les 10 ans. Si je vous le dis autrement, une organisation de santé aujourd'hui devrait avoir en 2020 réduit de 20% ses émissions de gaz à effet de serre. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, il va falloir réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire en 8 ans. Et ça, ce n'est pas forcément simple si on est tout seul à le faire, sachant que ces émissions de gaz à effet de serre, je vous montrerai en image tout à l'heure, il y a 2 sources. Un, l'énergie directe, c'est-à-dire l'énergie qu'il nous faut là maintenant pour alimenter nos ordinateurs, nos visioconférences, nos prises électriques, nos climatiseurs, nos frigos pour la pause de ce midi. Et ensuite, l'énergie indirecte qui est générée par tout ce qui est mobilité, traitement des déchets, éco-conception des bâtiments et politique d'achat. Et la logique de la politique d'achat, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une centrale d'achat. Eh bien, aujourd'hui, il faut avoir en tête que les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, humaine ou animale, sont composées à hauteur de 65% par notre politique d'achat. Donc, c'est là qu'il y a un enjeu très, très fort dans la décennie qui arrive. L'accord de Paris, je passe rapidement, ça vous concerne un petit peu moins, c'est toujours la même chose, c'est la réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre, la charte de l'environnement qui a été la création du principe de précaution. Il y a le plan national des achats durables, c'est plutôt pour les collectivités, mais ce qui peut vous impacter, vous, en tant que clinique vétérinaire ou vétérinaire, ce sont les lois Élan, notamment AGEC et EGalim. Élan, c'est tout ce qui touche la réduction des consommations d'énergie. AGEC, c'est l'économie circulaire. Pour l'instant, ça ne touche pas les vétos, mais ça touche les pharmaciens, puisque les pharmacies maintenant ont l'obligation de mettre en place des stratégies de développement durable, des préconisations pour les patients. Et ça touche là aussi quand même les préconisations par rapport aux zoonoses notamment. Et ont l'obligation également de réduire leur empreinte carbone. La loi EGalim, c'est sur le gaspillage alimentaire, ça vous concerne moins. Mais surtout, ce qui vous concerne à 100%, et si vous retenez qu'une chose de ce webinaire, c'est l'acronyme PNSE, le plan national santé-environnement qui existe en France depuis 2009, tous les 4 ans. Le nouveau plan national santé-environnement a été adopté par le gouvernement en août dernier, c'est-à-dire en août 2021. Et il va être décliné dans chaque région en plan régional santé-environnement, ce qu'on appelle le PRSE. Ce PRSE contient une trentaine d'actions en relation avec la santé et l'environnement. Et le principe même de ce PRSE qui arrive, c'est une seule santé, One Health, qui va être le chapeau
de ce nouveau programme qui va impliquer les acteurs de la médecine humaine et animale pour faire en sorte justement de lutter contre les 3 défis que je vous expliquais tout à l'heure. La réglementation, il y en a beaucoup, beaucoup de décrets d'application, mais là, vous avez le déroulé de ce qu'il y a de plus prégnant sur le sujet. Alors, quelles sont les grandes thématiques que l'on peut mettre en œuvre dans une clinique vétérinaire aujourd'hui? Quels sont les enjeux? Quels sont les sujets que l'on doit traiter? Un des premiers, il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais vous présenter. Il faut avoir en tête qu'il faut travailler sur tous ces sujets-là, mais qu'il y a bien sûr des outils et des moyens d'être aidé là-dessus. L'énergie, bien sûr, et l'empreinte carbone de nos activités. Alors, ne regardez pas les chiffres, ce n'est pas intéressant, ce sont les codes couleurs. Quand je disais tout à l'heure, empreinte carbone sur l'énergie directe et indirecte, eh bien, vous voyez ce qui est en bleu là, ça, c'est l'énergie directe. C'est-à-dire que la seule obligation que vous ayez aujourd'hui, c'est de mesurer l'énergie directe, ce que vous émettez. Et si on ne travaille que là-dessus, on ne travaille que sur 10% des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur. Je vais vous dire autrement, ça ne sert à rien. Si la société française ne travaille que sur ce qui émet 10% de ses émissions de gaz à effet de serre, on se retrouve dans 10 ans, en 2030, on se dira, hélas, c'est toujours la même catastrophe. Donc le défi aujourd'hui, c'est bien sûr de travailler sur l'énergie primaire, les consommations d'énergie de ma structure, mais surtout de travailler sur les déplacements. Alors, les déplacements, ce n'est pas que les patients, les animaux ou les marchandises, c'est aussi les déchets. On n'en a pas la conscience, mais transporter des déchets, eh bien, c'est un véritable impact. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'économie circulaire, la revalorisation de ces déchets. 2 opérations, soit je détruis des déchets par incinération et je dépense de l'énergie, soit je transforme cette matière résiduelle en matière première pour d'autres. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Il y a l'éco-conception des bâtiments, les immobilisations. On peut aujourd'hui éco-concevoir du bâti. Et ce qui est en vert, voilà, 65% des émissions de gaz à effet de serre, ce sont nos achats. Donc là, on est au cœur d'une centrale d'achat. Alain Noisé, qui représente la centrale d'achat, qui est là aussi pour répondre à nos questions tout à l'heure, Paul Boucherie, eh bien, sont les acteurs qui sont là pour vous aider justement à référencer les produits les moins impactants possibles dans les mois et années qui viennent. Autre thématique majeure, la revalorisation, la gestion des matières résiduelles. Alors là, c'est un chantier incommensurable. Je ne sais pas si vous en avez la conscience, mais il y a environ 60 familles de déchets dans une clinique aujourd'hui en France. Et ces 60 déchets, il y a 2 formules. Je les jette, je les détruis ou je les transforme. Vous aurez le support, c'est pour ça que je ne vais pas vous le lire en intégralité, puisque je vous ai fait là un document qui intègre les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Ce sont des traitements différents. Donc, les déchets dangereux, vous voyez, il y a des choses que vous connaissez parfaitement. Les dasseries, voilà, ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez tous les dasseries. Vous connaissez peut-être moins les eutectiques. Vous ne saviez peut-être pas que les tonnerres et les cartouches des photocopieurs et les encres sont des déchets toxiques qui nécessitent un registre des déchets. Des déchets amiantés, bien sûr, des détecteurs incendie ioniques ou non ioniques, c'est-à-dire qu'on a des détecteurs incendie qui sont radioactifs. Donc, ce sont des déchets extrêmement dangereux. Donc, aujourd'hui, on a comme culture de transformer ces déchets, ces matières résiduelles en matières premières, et on peut absolument tout revaloriser aujourd'hui. Quand vous entendez aujourd'hui, ah oui, mais le solaire, c'est bidon, on ne peut pas le revaloriser, c'est faux, c'est intégralement faux. On sait recycler à 100% des panneaux solaires dans notre pays, en France, et récupérer cette matière. Même chose pour les déchets non dangereux. Alors, ils sont non dangereux, mais revalorisables. Donc, il y en a également énormément. On peut aujourd'hui revaloriser des capsules de café, des mégots de cigarettes, des cartons, du plastique, des papiers confidentiels ou non, des matelas, des cartonnettes de médicaments, etc. Donc, la logique de l'économie circulaire est un chapitre à part entière. Bien sûr, tout ça est corrélé par une politique d'achat responsable. Donc, une politique d'achat responsable, c'est quoi? Eh bien, c'est le job de la CAP, notamment via son indice vert et son service RSE, c'est de référencer des produits ou des services qui garantissent la décarbonation, la dépollution et la réduction de la déforestation importée. En clair, on référence un produit, eh bien, vous avez la garantie en passant par une centrale d'achat de ce type que le produit a été réfléchi, étudié, que le fournisseur a été noté, scoré, vérifié par un tiers extérieur, parce que nous vérifions les allégations des fournisseurs pour faire en sorte que les produits qui vous sont proposés soient les plus adaptés possibles à vos besoins et les moins impactants possibles pour la santé humaine ou pour l'environnement. Donc, la politique d'achat responsable, c'est aujourd'hui une clé majeure dans notre univers. L'indice vert, vous ne le connaissez peut-être pas. Eh bien, si tel est le cas, puisqu'on va vous proposer tout à l'heure de créer une commission de travail en présentiel le 23 juin à l'école vétérinaire, justement, à Maison-Alfort, eh bien, ce pourrait être l'occasion, on va garder ça en tête très précisément, Paul, de présenter l'indice vert à toutes les cliniques vétérinaires qui seront là pour bien comprendre comment sont réalisés les classements des fournisseurs qui vous offrent produits ou prestations. Autre chapitre d'une stratégie RSE, la prévention des risques émergents. Alors là, c'est un chapitre, j'ai envie de vous dire,
très, très vaste. Qu'est-ce que c'est que les risques émergents? Eh bien, on peut mettre dedans la prévention de l'exposition aux champs électromagnétiques, aux perturbateurs endocriniens, aux risques chimiques, aux nanoparticules, au radon également, ou à certains produits radioactifs. Donc, cette prévention des risques émergents, ça s'anticipe, ça se mesure. L'idée, ce n'est pas d'équiper vos collaborateurs de dispositifs de protection individuelle, mais plutôt en amont par une politique d'achat, de ne pas acheter de produits qui puissent être considérés comme écotoxiques. Chapitre majeur dans votre univers, l'optimisation des ressources en eau. Derrière cette image, 2 sujets. Le premier, réduire ses consommations d'eau. Ça commence par combien je consomme d'eau. Rares sont les établissements qui connaissent précisément la consommation de l'eau. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, en Europe, il y a des budgets très importants via les agences de l'eau pour réduire les consommations d'eau. Ça existe, on est en train de monter un programme européen justement pour des cliniques et je cherche des cliniques vétérinaires qui ont envie de rentrer dans ce programme européen avec a priori une prise en charge à 100% des économies d'eau à réaliser. Mais il y a un deuxième objectif sur l'eau bien plus compliqué que la réduction des consommations d'eau. Réduire les consommations d'eau, on sait faire. Revaloriser de l'eau grise, mettre des sous-compteurs, mettre des systèmes économes en eau, on sait faire, c'est facile. Et on peut vous y aider. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est la réduction des effluents liquides et médicamenteux. Ah, alors là, c'est un chantier. Je peux vous donner 2 exemples. La Suède est exemplaire. Elle a créé un indice PBT pour les médicaments. Indice PBT, ça veut dire P pour persistance, B pour bioaccumulation, T pour toxicité. Les médecins suédois, quand ils prescrivent, alors ça ne marche pas encore pour les vétos, paraît-il, mais c'est la même stratégie. Quand un médecin suédois prescrit un médicament, je vais vous montrer une page de l'indice PBT, eh bien, il est en capacité de prescrire un médicament qui prend en considération une note de 0 à 9 par médicament. Vous voyez là, ici, vous avez une liste de médicaments, de molécules, pardon. L'indice PBT, c'est cette colonne-là, c'est la somme de la persistance, la lettre P, de la bioaccumulation et de la toxicité. Plus on prescrit un médicament classé 9, plus on va retrouver dans les eaux de boisson, dans les eaux de rivière, des traces de molécules médicamenteuses. Plus on va distribuer, consommer, prescrire ou substituer des molécules moins impactantes que d'autres, moins nous retrouverons dans l'eau ces résidus de médicaments. Et à ce titre, eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais les vétos, vous êtes exemplaires par rapport aux cliniques humaines. Je vais vous parler d'un exemple sur la chimiothérapie, moi qui me choque beaucoup. Vous avez un arrêté de 2008 qui vous interdit de faire de la chimio en ambulatoire dans les cliniques vétérinaires. Pourquoi? Parce que les excrétas sont chargés en molécules cytostatiques et en métabolites. Eh bien, cela n'est pas imposé dans les cliniques et dans les hôpitaux français, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a transformé la chimiothérapie qui, il y a 20 ans, était hospitalisée. Moi, j'ai dirigé des services de médecine et de services de chimiothérapie il y a 20 ans. Eh bien, ces services, 100% des patients étaient hospitalisés, ont récupéré les excrétas, incinérés comme vous à 1200 degrés. Aujourd'hui, on privilégie la chimiothérapie en ambulatoire, voire la chimiothérapie à domicile, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces excrétas sont diffus et on en retrouve maintenant partout, dans l'eau de boisson, dans l'eau des robinets et dans l'eau de rivière. C'est un fléau à venir, ces molécules cytostatiques, dans les quelques années qui viennent. Hélas, j'aimerais avoir tort, je pense que nous aurons des problèmes avec ces molécules que nous consommons tous les jours. Donc, vous êtes exemplaire, puisque vous avez mis en place un système de collecte et d'incinération. Donc, vous voyez que derrière cette image relative aux ressources en eau, il y a 2 sujets, la réduction des consommations d'eau et 2, la réduction des effluents liquides et médicamenteux, sacré chantier. Autre sacré chantier chez vous, c'est l'optimisation de la qualité de l'air intérieur ou extérieur. Je vais vous parler plus précisément de la qualité de l'air intérieur, parce que c'est là que vous pouvez agir. Sur la qualité de l'air extérieur, c'est compliqué. À part faire changer de véhicule de tout le monde, supprimer les camions en ville et supprimer les avions, vous n'avez pas beaucoup de prise là-dessus. Par contre, il faut avoir en tête que la qualité de l'air intérieur dans un bâtiment accueillant du public, dans un bâtiment, l'air intérieur est 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, on a l'air de dehors qui rentre, plus les composés organiques volatiles de dedans, qui sont générés par les produits chimiques, les matériaux de construction, de rénovation, l'ameublement, la décoration, l'ensemble des produits qu'on peut utiliser dans l'éco-conception d'un bâtiment. Donc, optimiser la qualité de l'air intérieur, en fait, c'est simple. Sauf qu'il faut bien mettre en place une stratégie, des mesures pour savoir quelle est la nature de cette qualité d'air intérieur, et puis maîtriser dans sa politique d'achat les produits les moins émissifs possibles. Il nous est arrivé de faire des mesures de qualité d'air intérieur dans des établissements accueillant justement des animaux ou des médicaments ou des produits d'hygiène. Eh bien, dans certaines pièces, vous êtes à 15 ou 20 fois les valeurs limites d'exposition à la santé humaine qui sont calculées sur 15 minutes pour vos salariés, vous-même et les animaux que vous soignez. Alors qu'en appliquant une dizaine d'éco-gestes, on peut réduire ces quantités de composés organiques volatiles dans l'air. Au passage, je vous précise
que la mauvaise qualité de l'air intérieur en France a été soulignée à plusieurs reprises. Elle coûte 19 milliards d'euros à l'assurance maladie par an. C'est le coût des dépenses de santé liées à cette mauvaise qualité de l'air intérieur. Et elle génère 48 000 décès par an qui n'auraient pas dû survenir. Donc, c'est un véritable enjeu et simple à résoudre. Donc, ça vaut vraiment le coup d'avoir une politique d'achat, une stratégie d'aération, de ventilation, de suppression de certaines molécules dans son organisation. Je vois dans certains endroits, pour des problèmes d'odeur, qu'on pulvérise des produits, qu'on met des prises, des pchites et des machins. Ben, c'est pire, en fait. Et donc, ça ne règle rien. Et au contraire, on respire un air qui est totalement vicié. C'est aussi important en éco-conception des bâtiments, je vais y revenir. Bien sûr, dans une stratégie RSE, il y a tout ce qui touche le bien-être, la santé, les conditions de travail, la qualité de vie au travail, le sens de la démarche. Alors ça, aujourd'hui, ça va faire partie des défis de demain si on veut devenir attractif dans le monde de la santé. Et quand je dis le monde de la santé, ça intègre la santé humaine et animale. Eh bien, quand on voit la pénurie de soignants qui existe dans tous ces domaines-là, si demain on veut être attractif, eh bien, il va falloir bosser sur cette notion de qualité de vie et de santé au travail. C'est un impératif si on veut recruter les meilleures compétences dans les années qui viennent. Alors pour ça, il y a aussi tout ce qui touche l'éco-conception des pratiques, des bâtiments et des soins. On sait faire l'éco-conception, voilà, là j'ai une gourde, vous voyez, un mug. Là, on sait faire de l'éco-conception pour le mug. On va réduire la quantité de plastique, on va faire en sorte que la matière soit issue de la France et qu'elle n'ait pas participé à traverser 3 fois la planète. On va réduire les quantités de déchets générés, on va réduire l'énergie. Éco-concevoir un produit, on sait faire. Et depuis peu, on sait faire l'éco-conception des soins dans le pays. On l'a beaucoup fait dans le monde de la santé humaine. On a fait de l'éco-conception sur la dialyse, la DMLA, sur la cataracte, les prises de sang, sur en ce moment les prothèses de genoux. On sait faire aussi de l'éco-conception des soins sur des pratiques médicales en clinique vétérinaire. Alors, une fois qu'on a défini les contours, les enjeux, les grands chiffres, la partie anxiogène de tout est pollué, tout est à décarboner. OK. Maintenant, on fait comment? Donc, on a compris qu'il fallait une politique d'achat, mais surtout, nous, dans notre stratégie, eh bien, c'est celle qui est en train d'être mise en œuvre aujourd'hui à l'école vétérinaire à Alfort et dans certains établissements. Eh bien, c'est de faire un scoring que l'on appelle un scoring THQSE, très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Ce scoring, allez, Gaëlle nous le confirmera tout à l'heure, ce scoring prend à peu près, mais c'est elle qui nous le dira, parce que c'est elle la spécialiste, une journée de travail en interne. Il faut répondre, pardon, je sais, ça va vous faire flipper, à une centaine de questions. Mais il y en a certaines qui sont très simples, d'autres plus compliquées. Mais une fois que vous répondez à cette centaine de questions, vous avez ce score qui vous permet de voir quoi? Qui vous permet de voir ce qui est en vert, c'est-à-dire actions exemplaires, les actions géniales que vous menez, ce qui est bien fait, ce qui est duplicable, ce qui est mesurable. Et les actions pour lesquelles, si on est exemplaire, on peut partager avec ses petits camarades et mutualiser les bonnes pratiques. C'est une clé en termes de développement durable. Ensuite, ce qui est en orange ou en rouge, eh bien, c'est ce que je ne respecte pas de la réglementation. Donc, si je ne respecte pas la réglementation, ça sera une préconisation de niveau 1, ou bien évidemment, je vais devoir ici faire un effort. Ensuite, ce document, ce scoring, nous permet sur toutes les thématiques de la RSE, il y en a très exactement 18, eh bien, de prendre chaque sujet qui est inférieur à 70% pour, grâce à un plan d'action, grâce à nos conseils, grâce à de la mutualisation de bonnes pratiques, eh bien, faire glisser le curseur de 50 ici. Vous voyez, on est sur le sujet de l'air intérieur, de le faire glisser de 50 à 70. L'idée étant qu'un établissement accueillant du public, soignant des hommes, des femmes ou des animaux, eh bien, puisse être à 70% minimum sur ce critère très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, THQSE. Et il y a même à la clé un label que nous ne décernons pas, ce n'est pas nous, nous on ne fait que l'accompagnement. Et il existe des organismes tiers indépendants qui peuvent labelliser. Et je pense que demain, ça sera une clé à 2 niveaux, une clé d'attractivité au niveau des recrutements des compétences et au niveau des recrutements aussi des patients et des gens qui vont chercher des établissements moins engagés. Je vais conclure là-dessus. La BPI, cette année, a accepté de financer des programmes à hauteur de 30%. Et des cliniques vétérinaires ont été incluses dans ce programme-là. Il reste des places pour 2022, ça démarrera en septembre. Si vous voulez travailler sur l'auto-évaluation de votre stratégie RSE, sur la formation d'un référent, sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre et la mise en réseau de tous les acteurs qui sont connectés sur ces sujets-là, eh bien faites-nous signe parce que vous pourrez bénéficier de ces aides et de ces soutiens. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est l'agence de l'eau, comme je vous l'ai dit. Si des établissements veulent réduire leur quantité d'eau et leurs effluents médicamenteux, des financements également arrivent pour pouvoir le faire.
Enfin, je vous lance une invitation aujourd'hui, après cette présentation pour vous donner les grands enjeux. Eh bien, cette invitation, elle est pour le 23 juin. Le 23 juin, c'est une double invitation. On organise, et vous recevrez une invitation officielle, une commission de travail avec des vétos et des acheteurs de la centrale d'achat. 23 juin de 9 heures à 11h30 à l'école vétérinaire à Alfort, que vous connaissez bien, j'imagine tous. L'objectif de cette réunion, ça va être, avec vous, de bosser sur l'analyse de vos attentes et de vos besoins en termes d'achat responsable. Nous en avons une idée, les acheteurs de la CAP en ont une idée, mais nous, on ne bosse pas à votre place. C'est-à-dire que le but, c'est que vous, vétérinaires en exercice, vous puissiez nous dire, voici les sujets, voici les attentes que nous avons, pour faire en sorte que les produits que vous référencez soient parfaitement adaptés à nos attentes d'aujourd'hui, et j'ai envie de dire de demain. Parce qu'il y a des textes que je ne vous ai pas encore présentés, ça serait trop long, mais qui arrivent en 2025. Je vous ai parlé beaucoup de qualité à l'intérieur, mais il y a des textes notamment qui arrivent sur l'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Eh bien, demain, vous devrez acheter des produits dont vous avez la certitude que l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire la quantité de ressources, de matières, de déchets, d'énergie, de temps utilisés, soit le plus faible possible du marché. Ce sera votre défi. Un veto tout seul ne peut pas faire ce travail-là. Par contre, vous allez en avoir l'obligation, d'où l'importance de se regrouper tel que vous le faites actuellement, puisque c'est le cas, et de bosser avec des centrales d'achat qui sont véritablement engagées. Si vous participez à cette réunion-là, donc vous allez recevoir un carton d'invitation de la part de M. Paul Boucherie, il faudra vous y inscrire. En parallèle, j'organise une deuxième réunion ce jour-là, mais là avec des établissements de santé du côté humain, puisqu'on organise un colloque par le C2DS, le Comité pour le développement durable en santé, qui réunit 700 établissements hospitaliers dans le pays. J'ai créé ce comité en 2005. Et là, eh bien, c'est la réunion annuelle. Donc, si vous participez le matin à la réunion, à la commission à laquelle on vous invite, vous pouvez rester l'après-midi. Et à l'issue, il y aura, vous voyez, vous avez le programme là, mais vous l'aurez de toute façon dans ce qu'on va vous envoyer. Vous aurez également la possibilité de participer à une table ronde après notre réunion de travail. Vous avez d'ailleurs Floriane Lanor, je n'ai pas vu si elle était connectée, la présidente d'Ecoveto qui sera là. Nous aurons également un déjeuner qui sera pris en commun. Il y aura la visite du musée de l'école vétérinaire l'après-midi et tout un tas de réunions alliant santé humaine et santé animale. Ça, c'est pour info, c'est que pour vous l'ayez dans le restaurant, c'est pour que vous sachiez où nous retrouver ce jour-là. Voilà, en résumé, une stratégie RSE, c'est quoi? C'est prendre en considération que nous avons 3 défis planétaires, décarbonation, dépollution, réduction de la déforestation importée, que la logique des achats représente près de 65% de ces impacts, ça vaut vraiment le coup d'y bosser, et que vous avez la chance d'être accompagné par une centrale d'achat qui est spécialisée sur ces sujets-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir échanger entre nous. Si vous avez des questions, des affirmations, des craintes, n'hésitez pas à prendre la parole, parce que moi, parler tout seul à mon ordi, je vous avoue que ça ne me passionne pas. C'est plutôt mettre en péril ma santé mentale. Donc, si on pouvait être dans l'interaction, ça serait formidable. Et sans transition aucune, Gaël, j'aimerais bien, je ne t'avais pas prévenu, on le sait, mais j'aimerais bien ton retour. Gaël fait partie de nos consultantes avec qui on s'est lancé comme défi justement qu'elle se spécialise dans l'accompagnement des cliniques vétérinaires. Tu as l'occasion déjà de faire plusieurs audits. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti de ce que tu as vécu pour, comment dire, montrer que c'est possible, donner envie d'agir et expliquer ton ressenti en tant que consultant sur ces sujets-là, et peut-être même si tu as déjà repéré des actions exemplaires ou pas. Voilà, tu as la main intégralement, et je vais arrêter de partager l'écran, comme ça, nous pourrons te voir en entier. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Magnifique. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à tous. Oui, moi, j'ai intégré Primum en septembre, donc tout neuf, et je suis venue directement sur le sujet des vétos parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Et pour avoir fait plusieurs diag, ben, en effet, vous avez quand même déjà énormément de choses qui sont faites au sein de vos cliniques de façon, je dirais, un peu inconsciente des bienfaits qu'elles ont, notamment, comme l'a souligné tout à l'heure Olivier, sur la chimio. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi dans vos pratiques, dans le fait d'avoir quand même peu
de gâchis, entre guillemets, dans vos consommables, ce genre de choses. Il y a déjà des choses qui sont faites et je pense que le plus important à l'heure actuelle, c'est principalement de venir structurer votre démarche et vos actions de façon à ce que vous puissiez facilement les identifier et facilement voir où appuyer encore plus la démarche. Et c'est vrai que pour ça, les diagnostics et la démarche THQSE est assez intéressante, puisque justement, vous allez pouvoir mettre en avant tout de suite vos actions exemplaires, tout ce que vous faites déjà de bien et cibler directement sur ce qui est un peu moins abouti, un peu moins structuré. Et ça va vous permettre de communiquer là-dessus. Ce qui est quand même intéressant en termes de recrutement, parce que, comme l'a dit Olivier également, et comme j'ai pu le voir en discutant avec différents vétérinaires qu'on accompagne, le recrutement, c'est compliqué en ce moment partout, mais dans le secteur vétérinaire également. On en a encore eu l'exemple avec le discours des élèves d'AgroParisTech qui disent bah, c'est bien, on nous apprend des choses, mais qui ne sont pas en accord avec les besoins d'aujourd'hui. Ben, nous, ce qu'on vous amène justement, c'est un outil pour mettre en accord vos pratiques, le cœur de votre métier et les besoins de la société actuelle. Et je pense que ça reste tout à fait accessible, puisque nous, on est tout à fait adaptable à vos besoins, à vos capacités, à vos moyens, et qu'on trouvera, en tout cas, on fera toujours en sorte de trouver les solutions qui s'adaptent à la structure dans laquelle vous êtes, que ce soit le petit cabinet de village au grand centre hospitalier tel que l'École nationale vétérinaire avec qui on travaille actuellement. Merci beaucoup, Gaël, de ton éclairage. Maintenant, on est tous à votre disposition. Peut-être que Alain Noisé, si tu es en ligne, tu peux répondre à la question sur les gammes de médicaments. Parce que oui, en effet, c'est le but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs centrales d'achat, mais l'idée, c'est d'optimiser. C'est justement d'optimiser par des achats groupés, même en faisant des référencements vraiment pour de la masse, parce que ça permet d'obtenir les meilleures conditions possibles. Donc, Alain, est-ce que tu aurais quelques éléments de réponse? Et ça sera de toute façon l'objet de la commission du 23 juin au matin. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, donc bien sûr, il y a les trois centrales que vous connaissez. J'allais vous répondre par message, madame, mais avec plaisir de vous rencontrer pour aller un peu plus loin dans la discussion. CAP propose bien sûr des services similaires que les trois centrales que vous connaissez actuellement, mais pas que. On a de grosses différences avec ces centrales. On propose plus autres services. Notre métier, c'est vraiment de mutualiser, d'optimiser vos achats. Nous sommes déjà la première centrale vraiment être dans le développement durable. On en a la preuve encore aujourd'hui par l'intervention d'Olivier Thomas et de l'agence Primum. Et donc, aussi, CAP, la force de CAP, c'est qu'on n'a pas un monoréférencement. On a plusieurs fournisseurs dans chaque domaine, que ce soit les médicaments, que ce soit les DM, que ce soit dans tout type de consommables, de matériel médical. Je prends l'exemple, par exemple, d'une surblouse. Demain, vous voulez une surblouse. Nous proposons plusieurs fournisseurs. Comme ça laisse toujours le choix à nos clients. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est vraiment avec grand plaisir de se rencontrer pour aller réellement au-delà. Parce que pour vous présenter CAP, moi, il me faudrait au moins 5 jours. Mais je sais que je n'ai pas 5 jours, donc voilà. En fait, la force de CAP, c'est que nous, on va aller chercher aussi, on peut aller vous accompagner à réduire. Donc, on parlait de l'énergie. On est capable, avec nos experts, de regarder vos factures d'électricité, de gaz. On va pour vous conseiller, pour vous accompagner, pour faire des économies. On est là aussi pour vous accompagner pour faire des économies sur tout ce qui est par exemple, des contrats de téléphone, des contrats d'extincteurs, de portes automatiques, voilà. Donc, vous voyez, on apporte vraiment d'autres services que les centrales actuelles ne font pas. Et en effet, l'objectif du 23 juin au matin, c'est bien de travailler sur l'analyse de vos besoins, que la CAP puisse prioriser ces référencements. Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole, allumez vos micros, on est à votre disposition pour vous éclairer sur tous ces sujets. Peut-être avez-vous des expériences à partager également. Oh là là, ma santé mentale va être en péril. Alors, si la première question et la première intervention ne vient pas, passons directement à la deuxième. Ça nous permettra peut-être de solliciter des vocations. J'ai posé une question. Ah! Combien ça coûte? Très bien. Quelle est la question? Combien ça coûte quoi?
Le diagnostic, le machin, le bidule, tout pour guérir l'animal malade, là. Combien ça coûte? C'est nous l'animal. D'accord, ok. Le combien ça coûte? Alors, ça dépend. Je ne vais pas vous faire un devis en ligne, mais je vais vous donner des fourchettes, parce que ça dépend de la taille de la structure. Il est évident que quand on fait un audit à l'école vétérinaire à Maison-Alfort ou un audit dans un cabinet où il y a un veto tout seul qui travaille à 24 en campagne, voilà, ce n'est pas la même chose. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la prestation globale que je vous ai montrée là, de la BPI, c'est une prestation de mémoire qui est dans les 6 000 € et la BPI en finance un tiers. Donc, une démarche comme ça pour une clinique vétérinaire, en effet, de scoring, diagnostic, de mise en place de plan d'action pour réduire l'ensemble de tout ce que je vous ai montré là, c'est un budget environ de 6 000 €. Là, l'avantage en septembre, c'est que la BPI va en financer un tiers. Donc, ils sont prêts à financer cela pour des cliniques humaines ou animales. Donc, encore une fois, c'est peut-être l'occasion d'en profiter parce que ce n'est pas anodin. C'est beaucoup de travail, un diagnostic comme celui-là, ça ne se voit pas forcément, mais on passe du temps sur place, il y a beaucoup de choses à décortiquer. Puis après, on propose un plan d'action sur mesure. Donc, ça peut valoir le coup si vous êtes intéressé qu'on vous mette dans la boucle de ce programme de septembre. Donc, comment ça se passe d'un point de vue pratique? Vous envoyez d'abord, j'imagine, un questionnaire où on vous envoie tout ce qui est documents, consommation électrique, machin bidule, un plan de la clinique, enfin, ce genre de choses. Et puis après, vous venez sur place ou ce n'est pas forcément nécessaire? Si. Pour moi, c'est incontournable. Donc, d'abord, en effet, vous avez bien compris la chose. On va vous envoyer une auto-évaluation en ligne sur une plateforme. C'est-à-dire qu'on a une plateforme avec des questions. Vous répondez vous-même tout seul à ces questions avec notre aide, si vous avez besoin. Si on ne comprend pas un terme, des fois, on est dans un langage avec des acronymes, chacun dans notre métier, on peut avoir besoin d'aide. Donc, en clair, vous faites votre auto-évaluation. Nous, sur la base de cette auto-évaluation, on vient passer une journée chez vous. On vient discuter, évoquer, vérifier, fouiller un peu quelques documents pour voir si les éléments de preuve sont évidents, parce qu'on peut se faire avoir. Hier, ça n'a rien à voir avec votre métier, mais c'est quand même une caricature. Hier, on a fait un audit pour une maternité qui nous donne ses produits à analyser. Et puis, on voit notamment dans les produits qu'ils venaient d'acheter, et puis ce n'est pas un peu qu'on en achète, c'est plusieurs milliers, d'eau de Cologne sans alcool. Et quand on décortique la fiche de données de sécurité, c'est de l'eau de Cologne, sans alcool sur l'étiquette, mais c'est de l'alcool. Donc, c'est complètement délirant. Ce qui veut dire qu'on a saisi déjà en 24 heures la DGCCRF, on fait ça à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'on vient vous accompagner, vous aider. On peut même aussi faire des mesures de qualité d'air intérieur pour vous dire c'est un problème ou pas chez vous. Ce n'est pas la peine de flipper avec un sujet comme celui-là si tout va bien. Il y a pas mal d'établissements où tout va bien. Et puis, tout d'un coup, dans un établissement, pour un problème de stockage ou d'absence de ventilation dans mon espace de stockage, eh bien là, c'est une catastrophe. Le résultat est très mauvais dans l'espace de stockage et automatiquement, c'est comme le nuage de Tchernobyl, à l'étage d'au-dessus, ces composés organiques volatiles, ils ont muté. Donc, on vient sur place, on passe une journée et puis on revient à peu près, moi je vais vous dire 15 jours, mais Gaël va me mordre parce qu'il y a un gros boulot derrière. Voilà, il y a un gros boulot derrière, c'est à peu près 3 semaines après. Allez, j'ai gratté une semaine. Voilà, on revient 3 semaines après. Voilà, on a gratté une semaine. On revient 3 semaines après vers vous en vous disant voilà votre scoring aujourd'hui, voilà, vous avez votre point de départ. Et voilà ce qu'on vous propose comme plan d'action. Voici les actions qu'on peut vous proposer et qu'on peut vous accompagner à mettre en œuvre. Et puis l'idée, après, c'est que vous mettiez ces actions en place et qu'elles soient remesurées 6 mois ou 1 an après pour que vous puissiez voir comment a évolué votre scoring. L'idée, c'est que quand on propose un plan d'action, nous, on est des gens de terrain, c'est-à-dire qu'on n'est pas des consultants de salon, on est des gens de terrain et on aime le terrain et on est dans l'opérationnel. L'idée, c'est que dans les préconisations qu'on fait, vous soyez en capacité de les mettre en œuvre. Il est évident que les préconisations qu'on va faire à l'école vétérinaire à Alfort dans ces blocs opératoires, sur les produits d'anesthésie, ce n'est pas les préconisations qu'on va faire, encore une fois, dans un cabinet de ville. Ce sera les mêmes sujets, mais nous, on propose des choses qui sont atteignables. On prône la politique des petits pas opérationnels et qui génèrent des résultats. Voilà un peu l'idée de la démarche. Et après, la suite, c'est la mise en réseau. Si on rêve un peu, dans le monde des cliniques humaines, on a créé un réseau de plus de 500 établissements dans le pays. Je pourrais même vous en montrer la cartographie. Je vais le faire, je vais repartager mon écran dans 30 secondes. On a créé une cartographie nationale d'établissements engagés dans ces stratégies à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Et tous les mois, on met en ligne des actions exemplaires, des choses qui sont difficiles à faire quand on est tout seul. Allez, ça ne va pas vous parler, ça ne va pas vous concerner, ça va vous concerner en tant que papa et maman les uns et les autres, que je vais vous dire. Mais si dans le monde des maternités ou des crèches, vous voulez supprimer le déchet le pire, c'est-à-dire les couches jetables à usage unique, une maternité, c'est 10 tonnes de couches par an. C'est énorme, c'est un terrain de tennis sur 7 mètres de hauteur, pour vous donner une idée de ce que ça représente. Eh bien, en France, il y a une maternité et une crèche qui a réussi à passer aux couches lavables. Et du coup, ils ont complètement réussi à éradiquer les érythèmes fessiers chez les nouveau-nés, c'est quand même magique. Mais si vous voulez vous lancer dans cette opération tout seul,
ben, c'est juste impossible. Donc, ce qu'on fait, vous dites-moi quand vous avez mon écran, voilà, eh bien, c'est de mettre en relation les établissements entre eux sur des actions exemplaires. Là, vous avez la cartographie nationale. Pour l'instant, ça, c'est que de la clinique et de l'hôpital humain. Mais on peut cliquer après sur chaque région. On peut être en contact avec ceux qui ont fait des choses tout à fait exemplaires à leur échelle et mutualiser toutes les bonnes pratiques. Donc, c'est ça la suite de l'histoire. On a tous les mois, vous voyez, vous l'avez là, des actions exemplaires mutualisables. On met les acteurs en relation entre eux. Et puis, on a également des portraits de gens inspirants qui font des choses. On a une rubrique portrait aussi avec des gens qui font des choses assez incroyables dans cet univers. Donc pour moi, dans le monde merveilleux de Mickey auquel j'aspire, eh bien, si je rêve un peu, eh bien, en 2024, on a la même cartographie en France avec des cliniques vétérinaires et des établissements de santé parce que je suis persuadé qu'on a tout à mutualiser. Vous faites des choses mieux que dans le monde de la santé humaine sur certains sujets. Et à l'inverse, vous faites des choses moins bien, notamment sur les gaz d'anesthésie dans les blocs opératoires, notamment et encore sur d'autres sujets. Vous avez aussi des éco-gestes à apprendre pour les transmettre à vos clients, comme on transmet des éco-gestes à des patients dans le monde des établissements humains. Voilà, je pense qu'il y a des synergies à inventer. La logique d'une seule santé est devant nous. Le futur ministre de la Santé aura des responsabilités sur le sujet et les agences régionales de santé, c'est nouveau, ont maintenant à l'échelle des territoires la responsabilité de la santé environnementale avec des budgets qui sont dédiés. Si vous voulez être accompagné sur ces sujets-là, encore faut-il, 1, vous engager, 2, aller chercher ces budgets. Et pour aller chercher les budgets, il faut être plusieurs. S'il y a 3 cliniques vétérinaires en France qui sont engagées, on n'y arrivera pas. Si demain, on a un groupement de 50 cliniques dans le pays qui s'engagent sur ces sujets-là, eh bien, c'est parti. Vous pourrez avoir aide, soutien, financement, expertise sur ces sujets-là. Qu'évaluez-vous dans l'analyse de la qualité de l'air? Merci de cette question. En fait, on fait des analyses en composés organiques volatiles totaux. On peut aller bien plus loin, mais on fait d'abord une analyse en COV totaux. Si on voit qu'on dépasse les 300 microgrammes par mètre cube, on va plus loin. On va mesurer le formaldéhyde, le benzène et autres détails croustillants. Mais pour nous, la priorité, c'est de faire des mesures déjà des COV totaux avec 5 paliers. L'objectif, c'est d'être en dessous de 300 microgrammes par mètre cube. On tolère jusqu'à 1000 microgrammes par mètre cube, mais au-delà de 1000 microgrammes par mètre cube, il faut vraiment mettre en place un plan d'action. Je n'ai pas pour l'instant trouvé d'établissement en France inférieur à 1000 microgrammes par mètre cube. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dès lors qu'on met un plan d'action en appliquant des gestes, mais vraiment tout simples, on arrive en 2 mois à résoudre le problème. Encore faut-il le savoir et puis acheter les bons produits, parce qu'on ne le sait pas forcément. C'est ça le pire pour moi, c'est que certains composés organiques volatiles n'ont pas d'odeur. Donc, d'un côté, vous avez des hôtels aujourd'hui qui mettent en place des empreintes olfactives. C'est du n'importe quoi. On vous balance de la molécule chimique pour donner une empreinte chez Novotel ou dans le groupe Accor. Et puis, de l'autre côté, donc là, ça se sent, donc on peut être alerté. Puis, de l'autre côté, vous avez des matériaux de construction, comme les faux plafonds, comme les revêtements de sol, comme certaines peintures, certaines colles ou certains mobiliers, qui sont très émissifs dans l'air de composés organiques volatiles. Ils n'ont pas d'odeur. Donc, vous pouvez être dans une pièce à respirer du formaldéhyde sans le savoir. Et le seul moyen, c'est de mesurer. Voilà. Et donc, première étape, on mesure. Alors, Olivier, j'ai une autre question dans le chat qui est directe, mais qui a intéressé tout le monde, je pense. La question est de savoir qui met en place les pistes d'amélioration une fois qu'un diagnostic a été réalisé. Donc, en fait, le diagnostic est suffisamment détaillé et à l'issue de ce diagnostic, on a un rapport de diagnostic qui permet de décliner très précisément des axes d'amélioration. En revanche, après, oui, c'est à l'établissement de mettre en place, arrête-moi si je me trompe, de mettre en place les améliorations de ce qui a été analysé. Alors, il y a 3 formules. Oui, vas-y Gaël. Moi, je vous dis juste, il y a 3 formules. Et Gaël, tu complètes bien sûr. La première formule, on vous présente un plan d'action, vous vous débrouillez pour le mettre en œuvre. Voilà, première formule. Deuxième formule, on vous fait un accompagnement, c'est-à-dire qu'on vient 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, on vient sur place vous aider à mettre en œuvre les actions. Ou troisième formule, qui à mon avis est celle qu'il faut viser pour vous, parce que la deuxième que je viens de citer, elle est chère, très clairement. Si je déplace Gaël ou moi-même, eh bien, ça va vous coûter une journée de travail, plus les frais de déplacement, ça a un coût. En revanche, pour moi, ce dont je suis assez fan, c'est de réunir en ligne 10, 20, 30 établissements vétérinaires qui ont chacun leur propre scoring qui ne regarde personne. On peut même faire un scoring agrégé sur 10, 20, 30 établissements pour définir des priorités et faire un accompagnement global en fonction des thématiques prioritaires et annuelles, auquel cas, c'est de la visio, c'est en ligne, et ça permet de diviser les coûts par 10, 20 ou 30.
Gaëlle, je t'en prie. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, à la fin du diagnostic, quand on vous ramène, quand on vous rend le rapport de diagnostic, vous avez à la fin toute une série de préconisations, recommandations qui sont quand même assez détaillées, qui sont généralement dans un ordre assez logique puisqu'elles suivent les thématiques et le degré de maturité sur chaque thématique. Après, il y a toujours cette possibilité, en effet, d'être accompagné à un degré plus ou moins important dans la mise en place et même au moment où on va vous présenter ce plan d'action, on peut s'attarder un peu plus précisément sur les étapes tout en vous laissant le côté direction et mise en œuvre qui sera totalement adapté à votre établissement en fait. Merci de ce complément, c'est parfaitement ça. Oui. Tu as une autre question sur la qualité de l'air intérieur qui est de savoir le contrôle et l'évaluation sont-elles obligatoires? Qu'y a-t-il de contraignant et comment être sûr de ne pas faire du greenwashing? Et je pense que c'est important d'y répondre. Oui. Alors, est-ce que cette question est liée à la qualité de l'air intérieur ou cette question est liée à tout? Je ne le comprends pas. Ah voilà, liée à tout, elle est même sur la qualité de l'air intérieur. Alors, c'est pour ça, merci d'insister là-dessus. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes. Une étape d'auto-évaluation où là, c'est vous qui remplissez les données, c'est du déclaratif. Et sur une auto-évaluation, je vais vous dire la réalité des choses. Parfois, on se surestime, parfois, on se sous-estime, et toujours, c'est les deux. Ce qui veut dire que sur certains points, vous allez vous surestimer, sur d'autres, vous sous-estimez. Nous, on vient justement pour contrôler ça. Et oui, l'évaluation est obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de ne pas venir sur place, parce que si c'est vous bâtir un plan d'action sur la base de choses qui sont déclarées mais fausses, ça ne sert juste à rien. Donc, moi, je prône bien sûr le fait de faire une évaluation obligatoire. Ensuite, une fois qu'on a fini notre propre accompagnement, un établissement qui a envie d'être labellisé, parce que c'est la clé de demain, dans quelques années, il y aura des réseaux d'établissements labellisés. Petite parenthèse, aujourd'hui, des agences régionales de santé financent les labellisations des maternités dans le pays. Donc, c'est très nouveau, je ne vous aurais pas dit ça il y a 10 ans. Donc, pourquoi pas imaginer demain qu'on finance aussi cela dans des cliniques vétérinaires? Mais là, ça passe par un organisme autre, un organisme tiers indépendant agréé par le COFRAC qui vient faire un audit une fois qu'on a fini l'accompagnement. Donc, ce n'est même pas nous. C'est-à-dire que nous, on ne viendra pas vous donner un label. Nous, on vous accompagne, on vous aide à mettre en place les plans d'action. Et quand on considère que vous êtes prêt, on peut déclencher par un établissement type AFNOR, Socotec ou autre, ou Veritas, un audit de labellisation. Donc, oui, c'est contraignant. Donc, justement, c'est la clé pour éviter le greenwashing. Parce que s'il n'y a que du déclaratif, comme d'autres labels qui sont en train de pousser en France comme des champignons, que je ne citerai pas, ou que je citerai, qui sont des labels américains, qui sont en ligne et exclusivement déclaratifs. Moi, j'ai atteint le plus haut niveau, je n'avais rencontré personne, donc c'est vraiment pas ça la dynamique. Nous, au contraire, on est très exigeants pour faire en sorte justement de répondre aux attentes et aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Je poserai bien une question. Avec plaisir. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bon, effectivement, c'est très, très intéressant et j'espère qu'un jour, on arrivera à mettre ça au sein de notre clinique. Mais d'ici à ce que j'arrive à convaincre tout le monde de faire un audit à 6 000 € ou même 4 000, je crois qu'il y a un petit peu de marge. Par contre, au quotidien, est-ce que vous pouvez nous donner des pistes? Je vois par exemple sur le recyclage, effectivement, c'est énorme tout ce qu'on jette. Et les plastiques sont recyclés dans notre communauté de communes, mais on n'ose ne mettre que des emballages très propres, etc. Jamais une tubulure, jamais un truc comme ça, même s'il n'y a eu que de l'eau dedans, enfin, ou du soluté. Est-ce que j'ai déjà discuté avec les gens du recyclage en local, effectivement, ils osent finalement pas prendre grand-chose chez nous. Est-ce que vous avez des infos à nous donner là-dessus, des possibilités de recyclage? Je vois même, par exemple, on garde nos masques usagés. Là, j'en ai deux gros sacs actuellement. Je ne sais pas quoi en faire, personne n'en veut. Je me dis, bon, je les garde. Voilà. Non, mais est-ce que en dehors de cet audit que vous proposez, est-ce que vous avez des choses très pratiques qu'on pourrait déjà mettre en place? Alors, j'en ai une multitude. Comment? J'en ai une multitude. Avant de parler recyclage, je vais vous dire, il faut mettre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que trier les déchets est un mauvais choix. Je m'explique. Ça nécessite une explication. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une politique d'achat pour faire en sorte que quand je commande un produit, je n'ai pas 1 mètre cube de déchets de carton de polystyrène pour un machin de cette taille-là. Et ça, c'est tous les jours que je le vois. Je vois même des cartons qui sont livrés vides, ce qui veut dire derrière, en effet collatéral, les camions qui roulent à vide à l'aller et au retour. Donc, le point numéro 1, c'est véritablement de bosser sur une politique d'achat où je gère
le déchet que je vais générer en amont. Ça, c'est le point numéro 1. Une fois que j'ai fait ce travail-là, en effet, je peux arriver à passer sur le sujet du déchet. Mais si je le fais à l'envers, ça ne va pas générer un beau résultat. Il faut le mettre dans cet ordre-là. En ce qui concerne la revalorisation des déchets, il y a une clé. Ce que je vais vous dire est lourd et pénible. Je le sais, mais je ne peux pas faire autrement que de vous le dire parce que je connais la clé. La clé, c'est de faire une mesure du gisement de vos déchets. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas bosser sur le déchet. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vous avais vu, je vous ai montré une cartographie des 65 déchets qui existent. Si vous me dites, est-ce que vous pouvez me faire trouver des solutions de revalorisation dans la région dans laquelle je suis, je vous réponds non. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je ne connais pas la quantité de déchets que vous générez, je ne peux rien faire pour vous. Et du fait que vous avez des petites productions de déchets au regard de ce qui se produit dans un CHU ou un hôpital, ça veut dire qu'il faut être plusieurs à l'échelle d'une région. Et là, c'est la clé. Si vous avez dans votre région plusieurs établissements en capacité de faire cette mini-cartographie de déchets, pas sur les 60 dont je vous parle, soyons clairs. C'est quoi le carton, le plastique, le papier, le métal à usage unique et les gants et les masques. Une fois que vous avez le tonnage ou le volume, là, on est en capacité d'aller voir des prestataires, de leur dire, voilà, là, j'ai 200 kilos de masques par mois, est-ce que vous avez une solution en économie circulaire? L'économie circulaire, c'est la clé du développement de notre pays dans la décennie qui vient. Vraiment, je suis fan de ça. Pourtant, le déchet, ce n'est pas un sujet qui fait rêver, hein, mais transformer des matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres, ça va sauver nos emplois, ça va nous sauver nos emplois, ça va réduire des impacts. Je redonne l'exemple des masques. Les masques à usage unique, c'est ça, c'est les masques à usage unique dont vous parlez. Oui, je parlais de ça, c'est un détail. Hein, mais, non, ce n'est pas un détail. exemple. Ce n'est pas du tout un détail. Il y a plusieurs filières en France. Première étape, est-ce que les masques que j'achète sont français et fabriqués dans ma région? C'est la première étape. Parce que si vous achetez des masques en Chine, ça n'a aucun sens. Ils ont fait 273 000 km alors qu'il y a 20 fabricants en France. Oui, il y a 1 centime d'écart. Aujourd'hui, les masques qui ont été référencés par la CAP, je crois que ceux-là sont fabriqués à Toulouse notamment. Moi, je les achète là parce que je suis basé à Béziers. Eh bien, on a concouru à créer 700 emplois à Toulouse parce qu'on les achète en France. Oui, ça m'a coûté 1 centime de plus, mais je m'en fous. Je peux me permettre de dire ça parce que je ne suis pas un CHU, je n'en achète pas 100 000 tous les 10 jours, on est d'accord. Mais à votre échelle, déjà, voir où j'ai acheté mes masques, parce que c'est une production française. Ensuite, parce qu'en plus, les Français sont biosourcés et éco-conçus. C'est-à-dire que dedans, vous n'avez pas de matière plastique, de dioxyde de titane sous forme nano. Là, on vient d'attraper des masques à la douane belge qui contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane. Vous respirez du TiO2 sous forme nano. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, on peut contractualiser avec des prestataires qui reprennent les masques. Aujourd'hui, on s'est transformé ces masques en consoles de bagnole. Voilà, vous avez plusieurs prestataires en France. Je peux vous donner des coordonnées. Les plus simples, c'est TerraCycle ou La Poste, Recigo. Nous, on l'a signé avec Elise, c'est encore un autre prestataire. Eh bien, j'ai un conteneur dans mon bureau et tous les masques jetables à usage unique, on les renvoie une fois que le conteneur est prêt. Ça a un coût, en effet, mais OK, ça va coûter quoi? Ça va me coûter 100 € tous les 2 mois. Il ne faut pas non plus… je veux dire, on ne pourra pas, dans les années à venir, continuer à produire du déchet alors qu'on commence à manquer de matières premières. Regardez l'usage unique. L'usage unique dans les cliniques humaines, c'est un fléau. Une maternité, c'est 200 kilos de ciseaux de cordon ombilicaux par an. Ça n'a aucun sens, un ciseau de cordon ombilical. Vous n'allez pas attraper une infection nosocomiale avec ça. Acheter un truc à Pékin, couper un cordon et le balancer en dasserie, voilà. Donc ça se décortique. Donc, si vous voulez, les idées que vous émettez là, ce sont des solutions que l'on peut après mettre en œuvre si vous avez un engagement, si vous avez de la mesure de gisement et si vous êtes plusieurs à vous engager. Voilà. Quand je vous donnais tout à l'heure un tarif à 6 000 €, attention, il y a plusieurs choses. Le programme que je vous ai montré tout à l'heure à l'écran, il y a formation d'un référent, autodiagnostic, audit, bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est ce que finançait la BPI. Si on part sur un diagnostic unique, et on n'est pas dans ces budgets-là, là, c'est la totale que je vous ai présentée dans le programme BPI tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, si vous faites un diagnostic en ligne, une visite sur site et un plan d'action, vous êtes à la moitié de ça. Vous êtes dans les 3 500, 3 600 €. Donc oui, c'est un budget, mais si derrière, ça vous permet d'économiser du temps, de l'argent et des moyens, et d'avoir un accompagnement qui se fait grouper, comme l'a dit Gaël, si vous êtes 10 cliniques en ligne, ça ne va vous coûter rien du tout. Mais d'un autre côté, si vous ne le faites pas, vous allez être rattrapé par ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Parce que dans quelques mois et années, enfin même d'ores et déjà, il y a 2 façons d'aborder les sujets de la RSE et de la santé environnementale. En tant que professionnel, mais en tant que papa ou en tant que citoyen. C'est soit je subis en permanence, soit je deviens acteur du truc. Et si je deviens acteur du truc, ça change complètement la donne. Et c'est à mon avis ça qu'il faut faire. Je pense que dans votre univers des cliniques vétérinaires, il faut prendre la main sur ce sujet-là. Il
faut être assez nombreux pour trouver des process et des fournisseurs innovants et moins impactants. Mais ça, on ne peut le faire que si on s'engage. Voilà. Donc, pour répondre à votre question sur les déchets, oui, on peut tout recycler, mais il faut connaître la nature des gisements. Si on n'a pas ça, un exemple, le verre médicamenteux, je ne sais pas si chez vous, vous en avez beaucoup dans vos dasseries. Qu'est-ce qu'on fait du verre médicamenteux? Est-ce que c'est le cas chez vous? Ampoule, ça va où? Au verre, je le mets au verre. Je ne sais pas si quand le flacon est vide, je le mets dans Sur les le Dans le réseau du verre de la ville. Oui. OK. Alors, tout dépend. Il n'y a pas de dogme dans le développement durable. Contrairement aux écolos militants, nous, on n'est pas là-dedans. Je ne peux même pas vous dire si c'est bien ou pas. Je ne pourrais vous le dire si vous savez comment est traité le verre derrière. Moi, j'ai par exemple identifié certains réseaux où le verre, il est broyé dans certains réseaux, le verre est broyé, uniquement broyé, et ça part en laine de verre, il n'est pas chauffé. Alors là, c'est catastrophique, parce que si vous mettez des résidus de médicaments dans la laine de verre de votre isolation, ça craint vraiment. D'autres filières, c'est fondu. Donc là, c'est à 1600 degrés. Donc oui, vous pouvez tout mettre. Mais la logique, si vous voulez, sur une dynamique de déchets, c'est j'essaie de savoir où va mon déchet. Et vous avez une responsabilité pénale sur le sujet. Nous avons une responsabilité pénale. C'est-à-dire que vous avez normalement l'obligation d'avoir un registre des déchets. Vous devez maîtriser où ça va, comment c'est traité. Voilà, donc c'est compliqué ça, mais ça peut se mettre en œuvre assez facilement. Mais encore une fois, ça dépend de la quantité et du volume. Justement, par rapport à l'obligation légale, parce qu'il y a une question en lien avec ça dans le chat, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de contrainte réglementaire pour mettre en œuvre la démarche au sens où on vous la présente. Par contre, vous allez trouver déjà des petites contraintes réglementaires, type sur les déchets et tout ça, qui du coup, nous, sont de fait traités en étant inclus dans la démarche. Mais c'est surtout que on peut penser en toute logique, enfin en tout cas moi je pense parce que j'ai beaucoup d'espoir certainement, mais que ces contraintes réglementaires elles vont arriver parce qu'en fait les problèmes ils sont là et ils ne font que commencer et les contraintes commencent à arriver en santé humaine et c'est tout le principe de One Health de se dire on ne peut pas penser santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes différemment. Donc, si cette réglementation arrive en santé humaine, à un moment ou à un autre, elle va arriver chez vous aussi. Et l'avantage, j'ai envie de dire, de commencer une démarche maintenant, ou en tout cas de commencer à amasser les petits œufs un peu partout pour savoir, bon, mes problèmes, ils sont où, mes bonnes actions, elles sont où, ça va être d'anticiper cette réglementation et de ne pas vous retrouver pressé au moment où elle va sortir à dire vite, vite, il faut que je fasse, il faut que je mette en œuvre et du coup de faire partiellement, de peut-être faire mal, de peut-être faire avec les mauvais acteurs. Voilà, moi, je pense que c'est important d'anticiper cette réglementation, même si elle n'est pas encore existante au sens général de la démarche, en fait. Tout à fait. Et puis la réglementation, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la notion de subir, en fait. Il y a des réglementations nouvelles qui arrivent en 2025, c'est sûr. Le plastique à usage unique, analyse du cycle de vie, c'est sûr. Mais pourquoi attendre? Si on est en capacité, avec une centrale d'achat, des produits éco-conçus et de les acheter à iso-coût par rapport à des produits dégueulasses, mais pourquoi attendre? Je veux dire, moi, là, quand je vous parle, ce n'est pas en tant que pro, c'est en tant que papa. Pourquoi attendre? Pourquoi acheter des produits dégueulasses qui polluent les rivières et l'eau, alors qu'aujourd'hui, on peut le faire si on est un certain nombre à nous engager? La difficulté de nos sujets, je vais vous dire où elle réside. C'est pour ça que c'est un long chemin. Vous voyez, aujourd'hui, on a invité peut-être 200 vétos. Vous êtes une dizaine, mais c'est un long chemin. Eh bien, on va continuer quand même. Mais la clé, c'est dans la massification. Voilà. Si demain, il y a 10 vétos qui s'engagent en France, c'est super. Ça va démarrer. Mais si derrière, il y en a 200, là, ça change complètement la donne. Parce que derrière, ça vous donne la possibilité d'acheter des produits, d'acheter des services, peut-être même moins chers. Vous voyez, sur le verre médicamenteux, tout à l'heure, je suis parti sur le sujet. Aujourd'hui, dans les cliniques humaines, on les met dans les dasseries, déchets d'activité de soins à risque infectieux, alors que ce n'est pas infectieux. C'est détruit à 800 degrés, alors que le verre est une matière qui est revalorisable à l'infini. Eh bien, si on veut créer en France une filière de verre médicamenteux, on peut. Simplement, il faut avoir le gisement de 100 tonnes par mois. Pour l'instant, le gisement qu'on a trouvé sur 3 hôpitaux qui ont accepté à faire une opération pilote, ça veut dire qu'il a fallu qu'ils le pèsent, donc c'est déjà en soi un investissement. Sur 3 hôpitaux, CHU de Grenoble, CHU de Montpellier, Clinique Pasteur à Toulouse, on est sur 100 tonnes par an. Donc en fait, il nous faudrait 10 établissements comme ça, ce n'est pas énorme. Vous voyez, ce n'est pas énorme. Il faut 10 établissements comme ça qui acceptent de trier, de revaloriser leur verre pour que cette matière soit rachetée par des cimentiers qui commencent à manquer de silice dans la fabrication du béton. Demain, vous pouvez rentrer dans ces réseaux-là. Voilà, tout est devant nous. Simplement, il faut avoir envie d'agir. Et plus on aura la volonté d'agir, plus on sera nombreux, moins tout ça va coûter cher et plus même on va faire des économies d'échelle. Là, dans certains établissements, on a réduit de 30% les produits chimiques utilisés, de nettoyage et d'hygiène.
Ben, regardez ce que ça coûte, 30% d'hygiène, 30% de produits chimiques en moins, et des fluides liquides et de composés organiques volatiles. Ça se mesure assez vite. Question donc, concernant les achats, je n'ai pas, alors je ne fais pas très longtemps qu'on est adhérent à CAP. Là, est-ce que je n'ai pas compris où était enfin je n'ai pas vu encore où était l'indice environnemental là sur les produits. On peut avoir une info. Alors, on va vous faire une session spécifique sur l'indice vert. Ça sera plus simple. Parce que là, si on devait vous le présenter maintenant, ça serait un petit peu compliqué. Ce que je vous propose, est-ce que vous-même, vous avez l'intention de participer ou pas le 23 juin à la réunion à Paris? J'ai regardé mon planning, non. Non, je ne pourrais pas. Ah, OK. Ça m'intéresse, mais non, Paris, je ne serai pas. Je peux pas. Alors, Paul, est-ce qu'éventuellement, s'il y a une connexion à distance à un moment, ça peut être intéressant? Oui. De toute façon, il y aura un moment de présentation pour ceux qui ne peuvent pas participer à cette réunion. Donc, on vous fera parvenir bien sûr tous ces éléments. Ouais. Ben, on peut vous organiser, Alain, je me permets de t'interpeller, on peut organiser à très court terme une session en 30 minutes là où on vous présente l'indice vert. Donc, si ça vous intéresse, on vous présente. Oui. Il n'y a pas besoin d'attendre le 23 juin. C'est-à-dire, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, Alain, Paul, on organise là, sous 15 jours, une session exclusivement sur l'indice vert, que vous sachiez de quoi il en retourne. Oui. Et si vous souhaitez, on peut venir et vous montrer déjà sur le catalogue en ligne les fournisseurs qui participent à l'indice vert. Et comme ça, déjà, vous aurez une formation au catalogue en ligne CAP en 5 minutes. Ça se fait facilement. Et vous verrez de suite les fournisseurs qui sont dans l'indice vert chez CAP. Ça, c'est avec grand plaisir. Volontiers. Avec plaisir. Oui. Je reprendrai contact avec vous après.